On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons d'un projet théâtral assez particulier avec de l'innovation, avec la technologie d'aujourd'hui, mais lié aussi sur une histoire, celle de la Première Guerre mondiale et des correspondances de guerre. Bref, Françoise Dancause vient d'obtenir un financement, une subvention pour ce projet. Bref, elle va nous en parler, accompagnée bien sûr de sa metteur en scène dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des cliniques d'hiver. Ça va être un peu une deuxième saison sur le territoire et là, l'ensemble des GMF vont l'offrir et notamment, c'est le cas du côté de Midi Soleil. On en discute avec le docteur Yves Langlois. Parlons de l'implantation des cliniques d'hiver un peu partout, notamment ici dans le 6 de la Montérégie-Centre et ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, clinique d'hiver qui est opérée par la clinique Midi-Soleil, qui est un groupe de médecine familiale Clinique Réseau. Avec nous pour en parler, le médecin Yves Langlois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi une clinique d'hiver? Une clinique d'hiver, en fait, c'est juste une augmentation d'accessibilité durant une période où la demande est augmentée. Là. Au départ, on appelait ça des cliniques de grippe ou de gastro. Mais l'an passé, l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on a vu plein de choses, là, et pas tant de grippe et de gastro. Alors, c'est une augmentation que le gouvernement... Une augmentation d'accessibilité durant une période où la demande est accrue, principalement à cause là, des rhumes, des grippes, mais il y a plein d'autres choses. Là. Donc, juste corriger, cette année, ça ne sera pas juste la clinique Midi-Soleil qui va offrir... Oui, il y en a d'autres, c'est ça. C'est ça, il y a d'autres cliniques, fait que ça va être comme en espèce de rotation. Et ce qu'on va offrir, c'est 80 rendez-vous de plus par semaine qu'est-ce qui est offert normalement. Sur quelle période? Du lundi au jeudi soir, sur des périodes de 4 h à 20 h, là, de 16 h à 20 h, et le samedi matin de 8 h à midi. Okay? Puis il va y avoir 80 plages de disponibles là, environ. Sur une durée de combien de jours ou de semaines? Du 2 décembre au 15 mars. 2 décembre 2019 au 15 mars 2020. Bon. Quel est l'historique derrière ça? Parce que c'est quand même assez nouveau au Québec. Bien, en fait, ça remonte au H1N1. Okay? Oui. Alors, on appréhendait une crise majeure qui, finalement, n'a pas été si pire que ça. Oui, la vaccination mais donc, suivi, en prévision de cette affluence-là, on avait installé, à l'époque, ça s'appelait une clinique de grippe, qui a été ouverte à l'époque pendant environ 2-3 semaines. Puis à l'époque, on avait monté une organisation à Iberville, là, dans un centre communautaire avec des infirmières, etc. À chaque année, cette clinique-là était un peu en stand-by, OK? Elle n'a pas été activée à toutes les années. Et l'an passé, bien, il y a eu un peu plus de demandes, puis le ministère a demandé que ça soit ouvert. Donc, c'est ça qui est derrière ça. Et j'ai l'impression que ça va être une tendance qui va se répéter d'année en année. Là. Et l'an dernier, dans la région immédiate ici de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y avait là aussi quelques cliniques qui offraient le service? Non, l'an passé, c'était juste la clinique Midi-Soleil. Vous étiez les seuls, là, et on était les seuls. Mais cette année, il y a la totalité il y a une bonne liste, là, dans le fond. Clinique médicale Iberville, 900, Collège militaire du Coteau, tous les Saint-Jean, Midi-Centre, Saint-Luc, Saint-Eugène, bref. Donc, tous les GMF, tous les groupes de médecine vont offrir une famille. augmentation d'accessibilité durant cette période-là. Donc, ça veut dire qu'au final, ou comme si on dirait, donc à la grandeur du territoire, si tout le monde augmente ses plages horaires, je présume qu'au final, il va y avoir un bénéfice et probablement qu'ultimement, c'est l'urgence qui va être moins sollicitée. Oui, d'ailleurs, on a mis en place un mécanisme cette année de référence automatique des patients qui vont se présenter à l'urgence, qui vont être des priorités 4 et 5, là, des gens qui sont moins prioritaires. Et via ce mécanisme-là, vont être réorientés. Ça s'appelle Clic Santé, OK? Le logiciel, là, ou l'endroit où les gens peuvent prendre un rendez-vous, OK? Ils peuvent retrouver ça facilement s'ils vont sur le site Internet là, du 6 Montérégie-Centre, site au Richelieu, OK?
Mais le site, c'est clicsanté.ca. Là, ils peuvent s'inscrire là-dessus. Mais l'établissement a aussi acquis un logiciel que les infirmières de l'urgence vont pouvoir utiliser pour référer des cas dans les cliniques. Ouais. OK? Quelque chose que je veux dire aussi, c'est que avant que les patients utilisent Clic Santé, ils devraient appeler à leur clinique. OK? Puis je vous explique pourquoi. Parce que la plupart des cliniques maintenant, ici à Saint-Jean, offrent ce qu'on appelle l'accès adapté. Ouais. Donc, la plupart des patients qui sont déjà inscrits à un GMF, pas ceux qui ne sont pas, mais ceux qui sont déjà inscrits, dans la très grande majorité des cas, on va pouvoir avoir un rendez-vous dans les 48 heures avec un médecin de leur clinique. Donc, on demande aux gens de favoriser ce mécanisme-là. On voit encore des gens qui ne connaissent pas ce mécanisme-là puis qui se ramassent soit à l'urgence, soit à la clinique réseau, qui, théoriquement, la clinique réseau, c'est surtout pour les patients non inscrits, là, les patients qui n'ont pas de médecin de famille, qui se ramassent encore là, malgré le fait qu'ils pourraient avoir un rendez-vous dans leur clinique. Donc, on demande aux gens... d'adopter le bon réflexe. D'avoir le bon réflexe. Le premier réflexe, c'est d'appeler à leur clinique. Oui, parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais là, je ne suis pas pour appeler à ma clinique. Peut-être que mon médecin n'est pas là, puis ça va prendre 2 mois avant que je le voie. Je suis aussi bien de me présenter à l'urgence ou à la clinique réseau chez vous. » Comme on faisait dans le bon vieux temps, là. C'est ça. C'est un peu ça, mais ça a changé. Mais ça a changé. Ça a changé, puis c'est un mécanisme qu'on est en train encore d'améliorer là, via, entre autres, ce logiciel-là, où même en dehors de la période hivernale, les patients qui ont un médecin de famille qui vont se présenter à l'urgence vont être réorientés vers leur médecin avec une accessibilité la journée même ou le lendemain ou plus tard. Oui, puis aujourd'hui, avec la technologie, donc on peut tout faire ça à partir de la maison ou sur notre téléphone portable, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait encore la file le matin à 6 heures pour peut-être avoir un rendez-vous. Là. On n'est plus là aujourd'hui, fort heureusement. Ça fait au moins, chez nous, ça fait au moins 4 ans qu'on n'a plus ce mécanisme-là, mais heureusement, c'était affreux pour les patients. Donc, de privilégier les moyens technologiques d'aujourd'hui pour obtenir un rendez-vous d'urgence ou de moyenne urgence via, dans le fond, sa propre clinique, d'abord et avant tout. Là. Donc, le moyen privilégié, c'est par l'Internet, OK? Mais il reste quand même que, même avec Clic Santé, on peut l'avoir par téléphone pour ceux qui ne seraient pas habiles avec l'Internet. Bon, vous dites, dans le fond, c'est 80 plages horaires de plus par pour semaine? Le territoire par semaine. Pour l'ensemble du territoire, donc pas juste chez vous, là? Non, pas juste chez nous. Donc, l'ensemble des cliniques qu'on a nommées tantôt, donc c'est 80 places de plus par semaine entre le 2 décembre et le 15 mars. Bon. De plus que ce qui était offert. Là. C'est ça, c'est en su. Oui. En quoi ça vient impacter vos opérations? Parce qu'exemple, je ne sais pas combien ça représente de plus, là. Bien, c'est sûr que ça demande une participation un petit peu plus importante des médecins. Donc, les médecins, en général, vont travailler un peu plus ou il va y avoir un petit peu moins de rendez-vous. Mais c'est vraiment une participation accrue des médecins volontaires. Là, hein. Ça n'a pas été, contrairement à ce qui a déjà été, ça n'a pas été imposé. C'est pas imposé. Là. C'est pas imposé. C'est l'ensemble des médecins des GMF qui ont décidé d'offrir ce service-là. Vous avez dit en introduction que, bon, initialement, on pensait beaucoup que c'était des cas de grippe ou de gastro, des rhumes, mais qu'au final, dans le fond, il y a plein d'autres pathologies qui peuvent être traitées durant cette période-là et qui, visiblement, ressurgissent durant décembre, janvier, février, mars? Oui, tout à fait. Puis, il faut comprendre qu'il y a quand même une augmentation de la demande de soins durant cette période-là, en partie à cause de la grippe, mais cette demande de soins-là, des fois, les patients qui ont d'autres conditions pouvaient avoir une accessibilité difficile parce que les places étaient prises par les gens de la grippe. Donc, c'est une augmentation de l'accessibilité durant une période où il y a une demande accrue. Et à quoi on peut attribuer ça, qu'il y a plus de demandes, même si ce n'est pas des cas de grippe ou de gastro? Bien, il reste que c'est principalement à cause de la grippe. Mais, je veux dire, quand on faisait le bilan de la clinique de grippe, il n'y avait pas juste des cas de grippe. C'est ça. Mais il reste que durant cette période-là, il y a au moins 10 à 20 d'augmentation de la demande à cause de la grippe. Ouais. Puis là, bien, ça laissait moins de place pour les autres. Fait que là, on augmente la demande, ce qui fait que plus de gens peuvent être vus. Et là, selon votre expérience, le fait d'ajouter 80 plages horaires de plus par semaine pour l'ensemble du territoire ici desservi, quels sont les impacts, souhaitons-le, positifs pour l'urgence? Bien, en fait, l'offre de service qu'on a augmentée est basée sur une évaluation de l'achalandage à l'urgence. OK, c'est en lien. Ouais. Et donc,
fait un calcul. Là. En fait, c'est le calcul de l'an passé. On espère que ça Ouais. va être bon cette année encore. C'est que l'affluence à l'urgence était principalement augmentée du lundi soir au jeudi soir et le samedi matin, et que ça correspondait à peu près à 80 places. Donc, c'est ce qu'on offre de plus, en espérant que ça va répondre à la demande. Mais ça va être réévalué année après année. C'est clair. Mais de toute façon, dans votre cas à vous, comme vous êtes clinique réseau, il y a probablement encore aujourd'hui des gens qui se présentent à l'urgence, mais qui ultimement vont atterrir chez vous parce qu'on va les traiter comme des P4 ou P5. Là, et absolument. Puis c'est le même mécanisme qui existe déjà. Tout à fait. Et ça, on envoie 124 par semaine, nous autres, juste à la clinique chez nous. 124 par semaine? Des Des patients gens qui sont sont référés. allés à l'urgence et qui sont référés chez vous? Oui. C'est énorme pareil, là. Oui. C'est énorme. Oui. Docteur Langlois, merci beaucoup. Bonne chance plaisir. pour cette deuxième saison officielle des cliniques d'hiver sur le territoire du CIS de la Montérégie-Centre, avec, entre autres, une vaste majorité de cliniques GMF, dont la vôtre du côté de Midi-Soleil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle cette fois d'une bourse de 18 000 qui a été accordée à Françoise Dancause pour un projet théâtral qu'on appelle « Correspondance de guerre ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation. Oui, avec une championne du monde et une championne paralympique, Aurélie Rivard, qui est avec nous. C'est pas une grande fan de foot, mais les pattes sont perdues. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Alors, le Conseil des arts et des lettres du Québec, accompagné de quelques MRC, municipalités régionales de comté sur le territoire, dont bien sûr le Haut-Richelieu, ont présenté via Culture Montérégie octroyé différentes bourses. Parmi celles-ci, une bourse de 18 000 pour un projet théâtral qui s'appelle Correspondance de guerre. Deux invités pour en parler. D'abord, Françoise Dancause. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Marjolaine Quintal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, et là, tout de suite, j'ouvre un peu la parenthèse parce qu'il faut bien écouter ou voir comment on écrit le mot correspondance de guerre. Ouais. Donc, le danse est en évidence. Expliquez-nous un peu dans quelles circonstances vous avez donc déposé ce projet en question. En fait, c'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans. C'est Correspondance de guerre. En fait, c'est un corpus de correspondances, des vraies correspondances de la Première Guerre mondiale de 14-18 de Eugène Méquet-Papineau, qui est en fait un officier à l'origine du 22e régiment. Puis, nous, on a décidé de transposer ça en pièce de théâtre, mais c'est un projet qui est multidisciplinaire. Fait qu'on mélange le théâtre, la danse, les arts numériques et le chant. Puis là, quand on parle des arts numériques, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la nouvelle ère de création en arts numériques et notamment en téléprésence. Donc, il se passe sur 2 scènes différentes en même temps, qui est retransmis par le son et l'image. La téléprésence, en fait, la télévision, c'est de la téléprésence, donc le téléjournal et tout ça. Puis, en fait, là, le spectacle, c'est qu'on achète nos billets dans 2 salles de spectacle différents et ça nous permet de voir les 2 côtés. Donc, les correspondances qu'on a, c'est qu'on a le militaire qui est au front pendant la Première Guerre mondiale et les membres de sa famille restés dans l'attente au Québec. Et comme ça, on a 2 points de vue différents, puis on est capable de communiquer par la correspondance. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui vous a allumé dans ce projet-là? Écoutez, en fait, au départ, l'idée était de pouvoir trouver un sujet qui pouvait se traiter en téléprésence. Parce que c'est avec l'arrivée des stations scéniques dans les scènes du Québec qu'il y a Guy Boulanger de l'ASPEC qui a communiqué avec Françoise et Thomas en disant « Auriez-vous quelque chose? » Donc, la correspondance est comme un sujet assez idéal dans la mesure où si les gens correspondent, c'est qu'ils sont éloignés. Donc, d'avoir les 2 salles éloignées l'une de l'autre, c'était assez parfait. Mais après ça, quand tu plonges dans cet univers-là,
c'est un monde. La Première Guerre mondiale est très peu connue. Tout à fait. On s'est rendu compte qu'on avait tant à découvrir d'un point de vue humain, d'un point de vue social, tout ce que ça a changé dans le Québec. Puis, comme on a trouvé une correspondance, c'est très rare, les correspondances. Souvent, on a des lettres d'un soldat qui ont été gardées par la famille, mais là, on avait les deux côtés. Donc, des lettres de la tante, des lettres de sa fiancée, des lettres de certains amis, de membres de la famille. C'est un trésor. Donc, on avait un joyau entre les mains. Là. Oui. Donc, on travaille pendant, disons, quelques semaines, quelques mois, voire des années sur un projet. On le soumet. Et là, ultimement, on est dans l'attente. Donc, c'était quoi la réaction donc, quand vous avez su que vous faisiez partie là, des récipiendaires pour les bourses cette fois-ci? On était vraiment contents parce que justement, le projet a déjà été soutenu au départ pour faire la retranscription de lettres, notamment par des partenaires locaux, Oui. la Corporation du Fort-Saint-Jean, le Musée du Fort-Saint-Jean, le Musée du Richelieu, puis la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Puis, bien, fait que là, c'était comme la première phase du projet. La deuxième phase, c'était de le mettre en scène, donc de travailler... payer les répétitions. Puis on est une très, très grosse équipe parce qu'il faut le voir que c'est 2 spectacles. Ouais. Fait que c'est, oui, une même histoire, mais présentée dans 2 scènes différentes. Donc, on a double équipe. Fait que d'avoir une bourse, évidemment, ça nous aide, puis ça nous supporte vraiment dans la réalisation. Et cette idée de s'attarder, donc, on disait tantôt, à cette Première Guerre mondiale qui est peut-être un peu plus méconnue que la Deuxième, ou souvent dans les médias, c'est ce dont on retient. Qu'est-ce qui... Comment vous êtes allé chercher cette idée-là? Bien, Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville garnison. Fait que là, l'intérêt des correspondances de guerre est venu d'un autre projet artistique qu'on avait où justement on lisait des écrits de guerre. C'était majoritairement... OK, c'est ça qui vous a influencé, là. Tout à fait. Okay. C'est un projet avec les bibliothèques que Thomas et moi, on avait collaboré, Thomas Hodgson. Oui. Et bien, les contenus, on rentre dans l'intimité des gens, on comprend la guerre... De l'intérieur. De l'intérieur, puis par rapport aux sentiments que les gens ont vécu aussi, c'est très, très différent que dans les livres d'histoire. Là, on a fait un appel à la population parce qu'on s'est dit, dans une ville garnison, il y a peut-être de famille en famille des gens qui auraient des trésors cachés dans leur grenier. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé. Puis notre but, c'est ça, c'est en fait dans le projet qu'on avait fait avec Toutouille des bibliothèques, c'était surtout des journaux de guerre. Fait que, ou si c'était une lettre, c'était seulement un côté de la médaille. Là, on a trouvé, avec l'aide du Musée du Fort-Saint-Jean, à la BANQ de l'Université Laval, le corpus de notre personnage, Eugène Méquet-Papineau. Okay. Et lui, il était journaliste. Donc, sa plume, elle était impeccable. Il écrit comme un poète, puis il écrit avec le souci d'être lu aussi. Fait que, pour des créateurs, pour monter un spectacle, bien là, on avait quelque chose de super intéressant. Puis de la conservation, lui, toutes les lettres qu'il recevait, il les renvoyait à sa tante qui faisait office de mère parce qu'il avait perdu sa mère très jeune. Et sa tante gardait toutes les lettres. Elle a même fait un scrapbook. On parle de 1914, de coupures de journaux, des albums de sa famille. Fait qu'on avait en fait 5 gros bacs. Et là, de ce que je comprends, c'est Bibliothèque Archives nationales qui a réussi à mettre la patte là-dessus il y a quelques années, c'est ça? Bien, ça doit faire quand même plus longtemps que ça, parce que... C'est dans les années 80, je crois. Oui, donc... Mais personne ne s'est encore penché là-dessus pour X, Donc, ça dormait aux Archives nationales. C'est un legs, en fait. C'est un legs familial qui a été... c'est quelqu'un qui l'avait dans sa famille, qui a donné à la BANQ pour la conservation. Puis personne n'avait fait d'ouvrage, de publication sur... C'est intéressant. Bien, personne. Notons qu'au Musée du 22e Régiment, parce que notre personnage aussi a la particularité d'avoir amené un appareil photo dans les tranchées. Fait que c'est un des rares Canadiens français à avoir pris des photos de la Première Guerre mondiale vues de l'intérieur. Oui, c'est ça. J'allais dire, on voit les soldats au repos, on les voit qui se rasent, on les voit qui... Avec un chien, adopter des animaux. Puis... C'est des images comme on n'a jamais vues. Fait qu'au Musée du 22e, il y a du matériel iconographique de Eugène Méquet, mais pas de lettres transcrites. Bon. Mais donc, on a l'impression un peu de rentrer dans cette intimité-là, un peu du jamais vu, hein? C'est un peu ça. Oui. Et comment après ça, une fois qu'on a l'inspiration, l'influence, le matériel, l'idée, comment après ça on traduit ça dans un projet théâtral? On a compris tantôt qu'on est sur deux plateaux, hein? On a compris qu'il y a de la danse aussi. Bref, comment on met ça après ça? Mais ça, c'est un défi. On n'a peut-être même pas encore tout à fait la réponse parce que
On dit, là, pour rigoler, mais on le pense un peu, qu'on est en train de marcher sur un nouveau continent. Parce que le fait de créer un spectacle comme ça en téléprésence, il y a des spectacles qui se sont créés en téléprésence, mais c'était souvent un rapport 1-1. Donc, une personne, une autre personne qui communique. Mais nous, l'idée, et c'est beaucoup Françoise, le cerveau derrière ça, du côté numérique. Là. La collaboration. Oui, mais rendons à César. Françoise a eu envie de créer quelque chose de multidimensionnel, ce qui fait que là, on est en train de créer en fait un langage qui se rapproche du cinéma. On a plusieurs caméras, donc on joue avec les plans de caméra, on joue avec la perception du spectateur. Puis là, les gens vont avoir ce qui se passe devant leurs yeux, en fait, sur scène, mais ils vont avoir également ce qu'on choisit de leur offrir par les caméras. Donc, par les caméras sur scène, et, qui vont retransmettre d'une salle à l'autre, mais aussi qui vont permettre aux spectateurs de voir, admettons, un personnage de face, mais peut-être filmé de côté et retransmis en haut de côté. Donc, il va y avoir différents langages en même temps qui vont comme Juste pour faire du intervenir. Aussi, c'est qu'on crée des exclusivités dans chacune des salles. C'est-à-dire que c'est la même histoire, mais sur scène, c'est ça, on décide d'envoyer dans l'autre salle ce qu'on désire montrer. Donc, pas tout. C'est ce qui permet de voir le spectacle 2 fois, de 2 points de vue différents. Et de Parce pas que la revoir le même retransmission, spectacle. est-ce qu'elle n'est pas en direct? Elle est en direct. Elle est en direct. Oui, c'est ça. En Donc, il y a fait, un défi logistique, là, quand même. ah, tout à fait. C'est pour ça que l'équipe technique, là, elle est assez impressionnante actuellement. Puis là, c'est notre 3e banc d'essai qu'on fait en salle. Fait que c'est très rare aussi, quand on monte des spectacles, d'avoir droit à des résidences en salle 3 fois. Puis on va en avoir, en fait, en 2020, on en prévoit au moins 2-3 autres bancs d'essai de quelques jours en salle pour tester justement cette nouvelle technologie-là, qui est la station scénique, et où, en fait, il y a aussi le système de téléconférence qu'on pourrait utiliser, mais ça prend des câbles dédiés. Fait que là, on est dans la technologie de pointe. Oui, ça, c'est les bandes passantes, les En fait, couper les pare-feux, c'est ça, oui. Non, c'est ça. Donc, il y a quand même une complexité logistique, technologique qui est là-dessus sur la retransmission. Donc, parce qu'au début, je vous écoutais, je me suis dit, ça a l'air d'être en direct, mais je me suis dit, c'est impossible que ce soit en direct. C'est vraiment en direct. C'est vraiment en direct. Puis on parle de 0,22 secondes. Bien, il y a une latence quand même, parce que, bon, il y a toujours une latence, mais on est à 0,22 secondes de délai. C'est quand même pas si mal. Bien, en fait, dans les répliques, ça ne paraît pas. Mais admettons, on a un chanteur, Thomas Hutchison est un chanteur, on a Valérie Lahaye dans les comédiens qui chantent elle aussi, mais ils ne peuvent pas chanter à l'unisson, ensemble. C'est pas possible. Donc, il faut tricher, il faut trouver des façons, il faut faire de ce délai-là notre ami. Pour les danseurs aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est l'autre affaire. Qu'est-ce que les danseurs viennent faire là-dedans? Parce que je comprends, on parle de correspondance de guerre, des gens qui, évidemment, écrivent à partir des tranchées et d'autres qui reçoivent les écrits. On comprend le principe? Bien, ou qui écrivent leur vie aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce que la danse vient faire là-dedans? En fait, on a été chanceux, on n'a pas eu besoin d'écrire davantage. C'est-à-dire que le contenu écrit est assez riche. On est capable de faire des coupures de correspondance, puis d'avoir un texte théâtral. Ceci dit, on avait de la censure à l'époque, surtout du côté militaire. Les familles, des fois, ne veulent pas inquiéter nécessairement le militaire, ne veulent pas envoyer de l'information. Donc, la danse nous permet de travailler sur le non-dit. Donc, le contexte sociologique est représenté par la danse. Donc, des fois, Eugène, on comprend dans son écrit militaire qu'il est à un endroit, mais on ne sait pas il est où. Là, par nos recherches historiques, on a réussi à trouver. Puis, en fait, les conflits, il n'y avait pas le droit de les décrire énormément, mais la danse va représenter le réel. Voilà. Bien, de façon artistique, évidemment. Et là, donc, on est à peu près dans l'échéancier. À quelle étape là, du projet? Mi-chemin. Oui. C'est dans 1 an, la première... La première représentation est prévue. On souhaite le 11 novembre 2020, parce que ça serait thématique. Ça serait symbolique. Ça serait symbolique. Par contre, on va pouvoir décider là, dans quelques semaines. Ça pourrait se faire dans 1 an, à peu près. Oui, tout à fait. Dans 1 an. Et l'idée est de faire qu'une seule représentation, quelques-unes? Bien, en fait, actuellement, il y a 22 salles de spectacle qui ont la technologie de la téléprésence. Donc, qui ont la station scénique. En 2020, la Société des arts technologiques, qui est aussi notre partenaire, compte avoir 44 salles sur le territoire Donc, il y a un du potentiel, Québec. là. Il y a un potentiel, mais il y a un potentiel de tourner aussi
là, on veut faire des échanges France-Québec, essayer de faire un banc d'essai, mais là, la latence, peut-être qu'elle va augmenter. Fait qu'on va- 0.22, là. Ouais. Il y a des Mais, chances. oui, mais pas tant Ouais, que ça. pas Fait tant, que, c'est logiquement, ça devrait se faire, mais il faut faire un banc d'essai. OK. Il y a tout le Canada aussi qu'on pourrait se promener. Et donc, le spectacle a vraiment un potentiel. Ah, tout à fait. On vise la tournée, ça, c'est certain. Oui, Une puis tournée. au-delà de la tournée, on voit un beau potentiel de développement de public, c'est-à-dire que les jeunes à l'école, d'une part, c'est un sujet historique, ça parle aussi de correspondance, qui est devenu quelque chose d'un peu plus folklorique à l'époque des textos. Donc, puis on a déjà, avec Joliette, un de nos partenaires, une possibilité de présenter à un public scolaire. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous dire qu'ici, localement, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça pourrait être présenté dans quelle salle? Bien, en fait, actuellement, on vise le Théâtre des Deux-Rives, parce que c'est une OK. salle qui est spécialement Ouais. conçue pour le théâtre. Fait que c'est sûr que, en fait, le projet est monté pour les salles multi, comme le Théâtre des Deux-Rives qu'on a à Saint-Jean. OK. Fait que les grandes salles de spectacle avec de Et l'équipement. est-ce qu'il y a une deuxième salle à ce moment-là qui est en... Là, actuellement, la première va être à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Joliette, qui est au Centre culturel des Jardins à Joliette. Fait que là, la première, elle est setée. On aurait une codiffusion entre Joliette et l'Assomption, parce que l'Assomption aussi est un Ouais. diffuseur qui est partenaire. Et en fait, le but, c'est de montrer les deux côtés pour que les gens puissent voir les deux Donc, côtés. le public, exemple, qui serait aux Deux-Rives à Saint-Jean, verrait, disons, le côté militaire sur place. sur place, Et ce qu'on verrait dans les écrans, La famille. la famille. qui, elle, serait à Joliette. Oui. Qui serait à Joliette et aurait en virtuel le côté militaire. Mais là, le but, c'est qu'après ça, on change de bord, c'est-à-dire qu'on accueille la famille et à l'Assomption, Joliette, c'est Bon. à peu près 30 minutes. Fait que ça Là, nous on, va permet baisser, des... on va baisser les lumières et on va poser la question qui suit. OK. Qui de vous deux sera à Saint-Jean ou à Joliette le 11 novembre? À suivre! Ah, OK, c'est pas décidé encore. Non, mais là, OK. on est en train d'essayer d'élaborer aussi pour avoir une seule régie. Mais là, on va voir avec la latence. Je comprends. voilà. Mais franchement, non, c'est franchement intéressant comme projet. Bien hâte de voir le résultat que ça va donner, puis peut-être le potentiel, puis la longévité également de ce Tout à fait. projet-là. Mais je pense qu'il y a un potentiel fort intéressant. Merci. Bien, bravo, merci, puis bonne chance. Merci énormément. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Nouvelle réglementation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2020 pour enregistrer vos chats et vos chiens. Donc, c'est le nouveau règlement. Ça ne coûte pas très, très cher. Et bref, c'est pour aussi une décision un peu collective. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et n'oubliez pas, le dimanche matin à 9h30, 4 000 $ en jeu. C'est le Télébingo. À demain. Bye-bye.